Kia ora, Sophie. Kia ora... Je sais pas si ça se prononce comme ça. Florian. Kia ora à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On part pour un épisode spécial aujourd'hui parce qu'on va parler du kiwi. Ah, c'est magnifique lancement, c'est incroyable. Hein. C'est quand même super ce podcast parce qu'en plus on apprend des langues étrangères. Alors c'est quoi comme langue ça exactement? C'est du maori. Du maori. C'est du maori, c'est de circonstance puisque on va parler du kiwi, oiseau néo-zélandais, qu'on a déjà évoqué dans un précédent épisode du Courrier de la Sterne. Et puis on s'était dit dans l'émission, on pourrait peut-être faire une spéciale kiwi. Et oui, nous y voilà. Voilà. Comment ça va, Sophie? Eh ben, du coup, très bien, très bien, parce que le kiwi j'aime beaucoup, le fruit et l'animal d'ailleurs, hein, les deux. Ah bah. Ça moins. Donc on va essayer de parler du kiwi en long, en large et en travers. On n'a pas pour objectif d'être exhaustif bien sûr, hein. Il y a plein de choses qu'on va sans doute oublier ou ne pas dire. Mais pour ceux qui ont connu le Courrier de la Sterne en saison 1, on avait eu l'occasion avec Victor de faire 2 épisodes particuliers. Un sur le simple plongeur et un autre où on avait eu l'occasion d'accueillir Denis Ray qui travaillait à la LPO et on avait discuté de la pigrièche. Donc c'était 2 épisodes fort intéressants. On renouvelle l'expérience donc avec le kiwi. Et tu parlais de fruits, tiens, je vais commencer par parler du nom kiwi, hein, qui est assez récent en réalité parce que c'est un nom qui apparaît dans les années 60. C'est un nom qui apparaît aux alentours de 1966-1968 et c'est une appellation qui a été donnée à la groseille chinoise qui devait se trouver un autre nom finalement. Et comme la Nouvelle-Zélande était le plus grand producteur de groseilles chinoises, on a surnommé ce fruit fruit du kiwi ou baie du kiwi. Et c'est comme ça que le kiwi est devenu le nom du fruit qu'on a l'habitude de manger. Donc il n'y a pas grand-chose à voir avec l'oiseau, c'est plus en réalité la provenance du fruit. Qui fait que on l'appelle le fruit comme ça. Le fruit qui vient de Chine, hein, je ne l'ai pas dit, mais le fruit vient de Chine, même si le premier exportateur mondial du kiwi aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande. Alors c'était la Nouvelle-Zélande, est-ce que ça l'est? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est la Nouvelle-Zélande. Donc voilà pour l'origine de ce fabuleux nom kiwi. Groseille chinoise, qui a été groseille chinoise. Et après, le kiwi, on a dû le découvrir, bien sûr. Et on remonte aux alentours des années 1810-1813 pour être précis, avec George Shaw, qui est conservateur au British Museum, qui reçoit un spécimen incomplet d'un oiseau qui est aujourd'hui identifié comme un kiwi austral. Alors pourquoi on connaît l'identité de cet oiseau? Eh bien tout simplement parce que celui-ci, il est préservé au zoo de Liverpool. Ah oui. Au musée de Liverpool, non pas dans les zoos. Hein. Pas dans le zoo lui-même, je pense que oui. Un ossement qui se baladerait dans un peu tard. Hein. C'est un peu tard. Ils auraient pu faire ça avant. Ce serait un peu étrange. Donc il reçoit un spécimen inconnu et ce spécimen, il est assez malin, notre cher ami Shaw, parce qu'il décide de le baptiser Aptérix, ce qui signifie sans ailes. Et comme cet oiseau vient d'Australie, de Nouvelle-Zélande, en tout cas de la partie australe du monde, il l'appelle Aptérix australis. Et c'est comme ça que sera donné le nom du tout premier kiwi qui s'appelle le kiwi austral. On l'avait dit dans le précédent épisode du Courrier de la Sterne, il y avait 5 espèces de kiwis. 5 espèces de kiwis donc, qui font entre 30 et 65 cm. Le plus grand, c'est le kiwi de Mantel qu'on avait évoqué, qui lui fait entre 50 et 65 cm. Et les plus petits, c'est ceux d'Okarito et d'Owen, qui font entre 30 et 45 cm. Et ce sont des oiseaux assez remarquables parce que ils ont notamment un odorat fantastique, nos chers amis les kiwis. Et oui, c'est assez incroyable, hein, parce que, en fait, contrairement aux autres oiseaux d'ailleurs, ils ont des narines, mais alors, bon, vous me direz tous les oiseaux ont des narines, certes, mais celles du kiwi sont un petit peu spéciales parce qu'elles se trouvent au bout du bec. Et ça, c'est quelque chose qui est
pas vu autre part chez les oiseaux d'ailleurs, je crois bien que ce sont les seuls, qui ont ces petites ouvertures juste au bout de leur long bec, qui est d'ailleurs très long et très fin, avec plein de vibrisses du côté de la bouche, donc à la base du bec. Donc c'est vraiment un oiseau avec un faciès très particulier, et avec ce nez au bout du bec. Je trouve ça très mignon d'ailleurs. La forme de la tête du kiwi, c'est très très mignon. Et c'est pas le seul truc qu'ils ont au bout du bec d'ailleurs. Ils ont... Alors, je crois qu'on en avait parlé avec toi dans un précédent épisode, mais je crois que c'était tout au début, quand j'avais commencé les épisodes avec toi. On avait parlé c'est possible. Du bec d'un ibis qui avait sur le bout de son bec des sortes de petites fosses qui contiennent en fait des cellules sensorielles qui permettent de sentir... un truc. Voilà, de sentir les trucs qui sont dans la terre, et donc le kiwi va avoir ce même comportement et va aussi posséder sur le bout de son bec ces mêmes petites cellules sensorielles qui vont lui permettre de sentir s'il y a des trucs qui bougent autour de son bec, ou à quelle profondeur il a posé son bec, enfin bref. Donc c'est vraiment un organe qui est très 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 sensible, qui est tactile, et en même temps qui va servir pour l'odorat aussi. Donc on est sur un bec spécial. J'ai appris que l'oiseau reniflait. Oui, il renifle. Ce qui était problématique parce que du coup, il se faisait entendre par les prédateurs. Exactement, c'est une sorte de membrane qu'il a donc à l'intérieur du bec, qui va s'ouvrir ou se fermer selon les cas, et qui produit ce son très caractéristique donc du kiwi lorsqu'il est en recherche de nourriture. Voilà. Parce que du coup, le kiwi se sert de son odorat pour trouver sa nourriture, oui. avec ce long bec particulier. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que un oiseau qui a de l'odorat, finalement, c'est pas très très commun. Je sais pas si les auditeurs le savent, mais il y a très très peu d'oiseaux qui se servent vraiment de leur odorat pour quoi que ce soit. Généralement, c'est un organe qui n'est pas très très utilisé, à part par certains vautours qui vont s'en servir. On commence, les oiseaux de mer notamment. Chez les moineaux, il y avait eu une expérience aussi qui montrait que ça avait possiblement un impact sur le choix des femelles lors de la reproduction. Oui, donc on commence à se rendre compte que l'odorat devient de plus en plus important chez les oiseaux. Je sais plus, il y avait une étude qui disait que on estime qu'il y aura environ 70% des oiseaux qui pourraient avoir un odorat assez développé, qui était sorti l'année dernière. Alors, je sais plus du tout quelle étude c'était, mais c'était des chiffres qui étaient avancés en tout cas. Bah, c'est intéressant aussi, mais après c'est vrai que là, quand on parle de la reproduction, on parle beaucoup de phéromones du coup, et les phéromones, c'est souvent des choses qui ne sont pas forcément conscientes. Donc chez les humains, il y en a aussi par exemple, mais c'est pas pour autant que vous allez vraiment les renifler les phéromones en question. Donc pourtant on n'a pas un odorat si développé que ça, donc je sais pas. Là quand on regarde le kiwi ou quand on regarde certains vautours, on va vraiment parler d'un odorat qui va être assez similaire à celui d'un mammifère type chien par exemple, où on a vraiment quelque chose de très très développé, et quelque chose dont ils vont se servir vraiment tous les jours, lors de leur recherche de nourriture en l'occurrence. Et en fait, c'est tellement important ce sens pour eux, que ça a pris le pas sur un autre sens que les oiseaux d'habitude utilisent beaucoup plus, qui va être la vision. Et si vous regardez le kiwi, en fait, il a des tout petits yeux. Et contrairement à beaucoup d'autres oiseaux, c'est vraiment un oiseau un peu bizarre, parce que c'est un oiseau nocturne qui a des tout petits yeux et qui a un sens de l'odorat extrêmement développé. Donc par ce côté-là, il ressemble beaucoup à des petits mammifères comme des musaraignes par exemple, qui ont d'ailleurs aussi ce nez assez long, si on regarde, il y a un faciès qui ressemble pas mal. Donc c'est très curieux pour un oiseau en fait, d'avoir ce faciès-là. Et justement, je vais rebondir sur un truc, tu disais effectivement que sa vue était assez peu développée finalement. Il y a des chercheurs qui ont sorti une étude en septembre 2017 que vous retrouvez sur BMC Biology, et qui parlait tout simplement du fait que les kiwis seraient peut-être en train de perdre la vue. Ah oui, super. Ils ont étudié ça sur 160 kiwis de la forêt d'Okarito, donc on est sur des kiwis d'Okarito, et ils ont remarqué qu'on avait plusieurs kiwis qui étaient totalement dépourvus de la vue, qui étaient totalement aveugles. Mais comme c'est un sens qui est très très peu utilisé chez le kiwi, c'est pas quelque chose de très problématique. Et les scientifiques en ont déduit que ce qui entraînait la perte
de ce sens-là, c'était une cause génétique qui se passerait sur le gène Sonic Hedgehog, Oui. qui a un nom un peu particulier, mais il s'appelle vraiment comme ça, je vous assure. C'est justement une mutation sur ce gène qui provoquerait la dégénérescence des globes oculaires. Donc voilà, étude que je vous mettrai bien évidemment dans la description. Donc j'ai appris ça, j'étais assez surpris. Mais c'est intéressant ça, mais du coup est-ce que ça a ouais. une conséquence sur leur comportement ou pas du tout au final? Est-ce qu'ils se débrouillent très bien sans la vue? Ça a pas l'air. Ah ouais? Ça a pas l'air, parce super. que alors après je ne sais pas s'ils ont étudié le comment dire par la suite le comportement des oiseaux, ouais. Mais d'après les différents résumés que j'ai trouvés de l'étude, il n'y a pas spécialement de complications au fait de perdre la vue chez cet oiseau, quoi. Parce que c'est un oiseau en plus qui se déplace de nuit, c'est un oiseau nocturne, le kiwi. Oui. Bah, justement, il y avait, tiens, pour rebondir là-dessus, il y avait un article alors qui est un peu plus ancien, qui a été publié en 2007, qui était un PLOS ONE, donc c'est un open access, hein, si vous voulez, on vous mettra les liens, et qui parlait justement de la vision nocturne, enfin du kiwi, ou du moins de la perte de la vision nocturne du kiwi en l'occurrence, et qui comparait ça aux mammifères. Et c'était intéressant parce que, aussi en comparant à d'autres oiseaux qui, eux, par contre, sont aussi des oiseaux nocturnes, comme par exemple les chouettes et les hiboux, qui, eux, par contre, ont gardé leurs yeux. Ils s'étaient intéressés aux raisons de pourquoi est-ce que le kiwi, lui, n'a pas gardé ses yeux. Parce que, en fait, quand on regarde un oiseau, alors, pour le coup de la chouette et du hibou, ce sont des rapaces nocturnes, du coup, qui ont besoin de leurs yeux pour trouver leur nourriture, et qui auraient pu tout à fait perdre leurs yeux, parce que quand vous êtes un rapace nocturne, vous volez, comme la majorité des oiseaux qui volent, vous avez un problème très important, c'est-à-dire qu'il va falloir réduire votre poids au maximum pour réduire vos dépenses énergétiques, pour pouvoir voler plus longtemps, pour être plus efficace, etc. Or, les yeux, c'est quand même des organes qui sont finalement assez gros, surtout pour un oiseau, parce que c'est quand même le sens le plus important chez un oiseau, et du coup ça va prendre de la place et ça va prendre du poids. Et donc c'est un poids supplémentaire que vous allez avoir lorsque vous volez. Donc il faut vraiment que l'œil soit super important pour le garder, malgré le fait que ce soit un frein au vol et à vos déplacements en règle générale, et à une perte d'énergie. Donc malgré ça, les rapaces nocturnes ont gardé l'œil, et au contraire, sont parmi les oiseaux volants, évidemment, qui ont l'un des plus gros yeux. Il y a un rapport entre la taille de l'œil et la taille de la tête, et c'est un des oiseaux qui a le rapport le plus important. Et parmi les oiseaux qui ne volent pas cette fois-là, parce qu'ils avaient aussi regardé un petit peu ce qui se passait du côté des autruches notamment, et des manchots, et bah là par contre on n'a plus de problème au niveau de la taille de l'œil, parce que on n'est plus limité en quelque sorte, et là on peut avoir des gros yeux chez les oiseaux qui ne volent pas, donc c'est pas trop un problème. Et effectivement les autruches et les manchots sont parmi les oiseaux qui ont les plus gros yeux, notamment parce qu'il n'y a pas de limitation sur la taille de l'œil, et ils se servent toujours de leurs yeux pour se repérer, donc c'est pas trop un problème. Et donc il s'était attendu à ce qu'en fait le kiwi, étant nocturne, donc comme les chouettes et les hiboux, et en plus ne volant pas, comme t'as dit, hein, c'est un oiseau qui a des toutes petites ailes, il s'était attendu à ce qu'en fait il ait des super gros yeux du coup, vu qu'il n'y avait plus trop de pression de sélection sur la taille de l'œil, et ils ont remarqué que c'était tout le contraire, et ça les a beaucoup intéressés, parce que vu ce qu'on a sur les oiseaux, sur les données sur les autres oiseaux, qu'ils soient volants ou non, on aurait pu conclure à l'inverse au final. Et du coup, l'une de leurs conclusions, c'est qu'en fait, vu que du coup le sens de l'odorat a pris plus ou moins la place du sens de la vue, du coup le sens de la vue n'étant plus très très utile, évidemment, il commence à diminuer, et les yeux n'étant plus très utiles, la dépense énergétique nécessaire à l'utilisation des yeux, et ensuite à la transmission du signal de l'œil jusqu'au cerveau, puis au décryptage de ce signal par le cerveau, est trop importante au final pour être utile, et donc pour la conserver. Donc c'est pour ça qu'il y avait une diminution de la taille de l'œil et de l'utilisation de l'œil, qui finalement ne sert plus que d'ocelle, finalement, c'est-à-dire une manière de capter la lumière du jour et de voir si on est en jour, en période de journée ou pendant la nuit au final, et voilà. Mais c'était une publication très intéressante que du coup je vous encourage à lire si vous voulez, on vous mettra les références.
c'est d'autant plus intéressant parce que très vite les personnes qui vont étudier les oiseaux pour la première fois, donc déjà notre cher ami Georges Chaud, qui lorsqu'il va découvrir l'oiseau pour la première fois, va tout de suite connecter avec le fait qu'il s'agit d'un parent éloigné de l'autruche ou de l'émeu. Alors qu'on est très loin de la théorie de l'évolution de Darwin et autres, il va très vite faire cette connexion-là. Il y en a certains qui vont davantage rapprocher l'oiseau à un espèce de manchot ou de dodo. Je pense aussi par rapport à la position géographique de l'oiseau, je pense. Ah, c'est étant possible. donné que manchot et dodo étaient dans l'hémisphère sud. Mhm. Et en 1825, il y a Jules Dumont d'Urville qui va donner des nouvelles informations. Il va notamment décrire sa rencontre avec un chef maori qui portait un manteau en plume de kiwi. On avait déjà parlé de ça il y a quelques épisodes lorsqu'on avait évoqué le kiwi, de ces différents apparats qui étaient utilisés lors notamment des très grandes scènes rituelles chez les Maoris. Et lorsque l'oiseau va être réellement identifié, on va déjà se rendre compte que les narines sont étrangement positionnées à l'extrémité du bec et que la structure du cerveau va être différente. Et aux alentours de 1950, il y a une chercheuse qui s'appelle Betsy Bang, et j'aime beaucoup parler de cette dame parce que c'est un peu elle qui va initier toute la réflexion qu'il va y avoir sur les recherches qui vont être faites sur l'olfaction chez les oiseaux. Et Betsy Bang, elle va avoir une façon de faire très classique. Elle va prendre la taille des bulbes olfactifs des oiseaux et elle va les comparer entre eux, et elle va se dire théoriquement, plus le bulbe olfactif est grand, plus celui-ci est utile, et donc plus l'oiseau se sert justement de cet odorat. Et le kiwi fait effectivement partie de ces oiseaux avec le bulbe olfactif le plus grand. Alors ça veut pas dire que tous les oiseaux qui ont un bulbe olfactif très grand sont des oiseaux qui utilisent énormément leur odorat. Il y a des contre-exemples qui existent, mais voilà, c'est un peu le début de la réflexion concernant l'odorat chez les oiseaux avec cette chercheuse qui était illustratrice scientifique et qui a été également autrice pour certains contes aussi. Donc une personne un peu touche à tout, un peu touche à tout, Betsy Bang. Trop bien. D'accord. Non, mais c'est vrai que la découverte des études sur le cerveau des oiseaux, ça a vraiment ouvert la voie à pas mal d'autres études derrière, que ce soit au niveau du vol, que ce soit au niveau de comment est-ce que les oiseaux utilisent leur vision, par exemple, ou leur odorat. C'est très très intéressant à étudier, et encore dernièrement, on avait des articles qui nous montraient que la structure du cerveau est finalement un peu plus complexe que ce qu'on croyait, avec une organisation neuronale qui est encore plus compliqué que ce à quoi on s'était attendu, au final, avec certes des cerveaux plus petits chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, mais avec une organisation des neurones à l'intérieur de ces cerveaux qui est faite de telle manière que les connexions sont maximisées et qu'on atteint vraiment un niveau pas très loin de notre cortex, par exemple, chez l'humain. Et pour donner une petite idée, parce que là j'ai les chiffres, alors je me sers du livre L'oiseau et ses sens de Tim Burkhead, qui est édité chez Bouchet-Chastel. Il est traduit en français. C'est un excellent livre qui parle donc des sens des oiseaux, et il reprenait justement ce tableau avec donc la taille du bulbe olfactif. Et Betsy Bang s'était pas vraiment trop trompé, parce que le kiwi arrive en seconde position avec une taille de 34 mm. On a le pétrel des neiges qui est juste devant avec 37 mm. Tu parlais des vautours, on parle de l'urubu à tête rouge avec 29 mm. Donc il y avait une certaine bonne réflexion de Betsy Bang et de ses acolytes autour de l'olfaction de l'olfaction du kiwi, quoi, et des autres oiseaux d'ailleurs. Exactement, c'était des bons débuts de recherche, parce que ça a vraiment ouvert la voie à la suite de la recherche actuelle. Il fallait bien commencer quelque part, de toute façon, c'est normal. Ah, c'est ça. Voilà. Alors on parlait du fait que l'oiseau était et ne volait pas. Oui. Alors il y a une explication scientifique, on va la raconter, mais il y a bien évidemment une explication mythologique, on va la raconter aussi. Ah, mais oui. Donc c'est un mythe maori, c'est un mythe maori qui parle de Tanemauta,
qui est le dieu des forêts et le dieu des oiseaux. Oh. Et Tanemauta, il s'interroge beaucoup parce que les arbres de la forêt commencent à être malades. Des insectes mangent les feuilles et les écorces. Et comme Aoka est le dieu des oiseaux, il est capable de parler avec eux. Et donc, c'est le mythe fait un peu écho à d'autres mythes et légendes qu'on peut trouver dans d'autres pays, avec justement le dieu qui va demander à des oiseaux qui vont être des messagers, et les oiseaux vont refuser pour plus ou moins de raisons, et c'est également le cas. Donc il va demander à Tui qui donnera le méliphage Tui, voilà, pour lui demander s'il descend de la cime des arbres, et Tui lui répond non, il fait trop noir. Alors il demande à Pukeko, qui est la Talef Sultane, de savoir si est-ce que tu veux descendre de la cime des arbres. Non, c'est trop humide et je veux pas aller me mouiller. D'accord. Et puis il demande par la suite à un autre oiseau qui s'appelle Pipiwaraoroa. Ok. C'est pas évident à dire. Et cet oiseau, c'est le coucou étincelant. Et donc Tané lui pose la même question, et le coucou lui répond non, je suis occupé à construire mon nid. Alors du coup, Tané, il se dit qu'aucun oiseau ne peut l'aider. Il demande au kiwi, est-ce que le kiwi, tu descendras de la cime des arbres? Le kiwi lui regarde vers la cime et il fait oui, je viendrai. Donc le kiwi descend, mais Tané lui le met en garde en disant mais est-ce que tu réalises que si tu fais ça, tu devras avoir des jambes fortes et épaisses pour pouvoir marcher sur le sol, et tu perdras tes magnifiques plumes colorées et tes ailes. Tu ne pourras pas retourner sur la cime des arbres et tu ne verras plus jamais le soleil d'aussi près. Ce qui est la description de l'écologie du kiwi. Oui, c'est clair. Et donc, l'oiseau vient quand même, il sauve la forêt, et du coup, Tané qui est le dieu et qui n'est pas très content, Tanemauta dit « Alors du coup, Méliphage, puisque tu n'es pas descendu, eh bien tu auras 2 plumes blanches à la gorge qui marqueront ta couardise. Pukeko, la Talef Sultane, parce que tu ne t'es pas mouillé les pieds, eh bien tu vivras pour toujours dans le marais. Et Pipi Waraoroa, parce que tu t'es occupé à trop faire ton nid, eh bien tu n'en construiras plus jamais. Et toi, Kiwi, eh ben tu deviendras le plus connu et le plus aimé de tous les oiseaux. Oui, tu m'imites tout plein. Incroyable, hein? Trop bien comme petite... C'est un super petit conte, ça. Mais oui, c'est formidable. Et l'oiseau, le kiwi, est devenu un des symboles de la Nouvelle-Zélande, voire le symbole de la Nouvelle-Zélande par excellence. Ah, oui. Et donc ça, c'est l'explication un peu mythologique. Mais l'explication scientifique, elle n'est pas comme ça. Non, ça fait partie d'une... Comme tu l'as dit, c'est les cousins des autruches, ça fait partie de la famille donc des ratites, qui sont des oiseaux qui de base ne volent pas. Donc de toute façon, dans cette famille, les oiseaux restent au sol, quoi qu'il arrive. Et notamment, vous aviez dans cette famille des très très grands oiseaux qu'on appelait les oiseaux éléphants, qui sont les moas, qui vivaient aussi sur des îles, et qui pondaient des œufs. Alors faut imaginer la taille de l'œuf, ça fait à peu près la taille d'un bébé humain. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée, c'était quand même une grosse bestiole, et ces oiseaux-là étaient bien plus grands que l'homme, évidemment, moins pour certaines espèces. Et donc ça, c'est les cousins du kiwi. Donc voilà, il n'y avait pas d'oiseaux qui volaient spécialement dans cette famille-là, ou du moins ils ont tous perdu la capacité de voler, et ils ont d'autres manières de se déplacer, donc comme tu l'as dit, sur des pattes fortes, exactement. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se retrouve aussi, cette parenté se retrouve aussi dans l'œuf du kiwi, parce que... Absolument. Voilà, tu en as parlé peut-être au début, et l'œuf du kiwi, il est énorme comparé à sa taille. Et il est un peu... c'est d'ailleurs l'oiseau qui a l'œuf le plus gros comparé au poids de son corps, parce que quand même on est sur un truc, quand on regarde, alors il y a des photos comme ça, enfin c'est plutôt des radios de l'animal, de la femelle, qui a un œuf à l'intérieur d'elle qui est prêt à pondre, et cet œuf prend quasiment toute la place à l'intérieur de sa cavité abdominale. Donc on est quand même sur un oiseau avec un œuf énorme, et on se demande bien d'où est-ce que ça vient. Et d'ailleurs, il y a pas mal de publications qui ont été faites sur le sujet en essayant de comprendre pourquoi
est-ce que ce pauvre kiwi a un œuf aussi énorme? Et donc l'une des possibilités, parce que ça reste des hypothèses évidemment, mais l'une des possibilités, c'est que il y a dans ses ancêtres donc des oiseaux qui étaient peut-être aussi grands que les fameux oiseaux éléphants, dont les moas, qui du coup avaient des œufs énormes, mais finalement qui comparé à leur taille n'étaient pas si gros que ça, mais que cette taille d'œuf a perduré plus ou moins sans vraiment beaucoup se réduire, pour diverses raisons écologiques, et que du coup c'était plus simple de conserver cette taille d'œuf pour le kiwi, plutôt que de le perdre, et d'avoir des adaptations autour qui lui permettaient de le pondre quand même, et de conserver ses poussins, et d'avoir des choses qui finalement lui rendaient la vie plus simple derrière. Parce que on trouve que l'œuf, il est énorme, et c'est vrai, mais finalement derrière, c'est aussi un moyen pour le kiwi de survivre assez facilement grâce à quelques adaptations qu'il a pu mettre en place, et qui lui permettent de pondre ses œufs malgré tout, et de s'en occuper correctement. Voilà. Et oui, et comment ça se passe justement une fois que l'œuf est pondu, parce que il y a évidemment il y a la construction d'un nid, il y a un fort taux de mortalité aussi chez les kiwis. Il y a un très fort taux de mortalité, effectivement. J'avais lu 95% de taux de mortalité, ce qui est énorme, hein, et ce qui explique aussi pourquoi le kiwi a connu une très très forte diminution. On en a parlé il y a quelques épisodes, lorsqu'on a évoqué justement les programmes de protection. On y reviendra un petit peu plus tard, oui. pour le sauver. Donc comment ça se passe tout ça? Déjà, il faut savoir que le kiwi, la femelle kiwi en tous les cas, est plus grosse que le mâle pour commencer, ce qui lui permet donc d'avoir un œuf quand même assez gros. Bon, chez pas mal d'espèces d'oiseaux, on a une femelle qui est plus grosse que le mâle, donc c'est pas non plus quelque chose de très, très incroyable, notamment chez les rapaces, vous verrez, ça arrive régulièrement. Et la femelle a, contrairement aux autres espèces d'oiseaux, 2 ovaires qui fonctionnent. Normalement, chez les oiseaux, il n'y en a plus qu'un seul. Et là, chez le kiwi, c'est au contraire, les 2 sont toujours là, même s'il n'y a plus qu'un seul oviducte, mais il y a quand même les 2 ovaires qui du coup vont produire chacun leur tour, en période de reproduction évidemment, un ovule qui du coup donnera l'œuf derrière. Mais voilà, donc ça déjà c'est la première différence. Et derrière, la femelle kiwi va donc produire pendant la saison de reproduction, alors en fonction des espèces ça peut varier un petit peu, souvenez-vous il y a quand même 5 espèces de kiwi aujourd'hui, décrétées espèces en tout cas, et du coup en fonction des espèces ça va changer un petit peu, mais en gros une femelle kiwi va pondre un œuf tous les 20 jours à peu près, du moins pour sa première couvée. Elle va généralement pondre 2 œufs pour la première couvée, puis après elle peut refaire une deuxième nichée derrière avec de nouveau 1 ou 2 œufs, et donc chaque œuf va être pondu avec une intervalle à peu près d'une vingtaine de jours entre les deux, le temps que l'œuf se constitue correctement, parce qu'un œuf aussi gros, ça prend un peu de temps à se construire quand même, donc vous pouvez pas faire comme les autres espèces d'oiseaux, à pondre un œuf tous les 2 jours par exemple, ce qui est généralement la norme, plus ou moins. Mais 20 jours, c'est long quand même entre 2 pontes. Eh ben, c'est très long. C'est très long, mais justement, le kiwi a développé 2-3 adaptations pour aider, parce que normalement, chez un oiseau normal, alors je parle d'oiseau normal, on va dire le reste des oiseaux, disons, la femelle va pondre ses œufs, soit un tous les jours, soit un tous les 2 jours, et vous allez arriver avec une couvée qui va être plus ou moins finie au bout de 1-2 semaines, et voilà. Chez le kiwi, du coup, c'est pas le cas parce que vous avez une vingtaine de jours entre les 2 œufs. Mais ce qui va se passer, c'est que, au lieu de commencer à couver tout de suite le premier œuf, celui qui va faire la couvée, parce qu'après, en fonction des espèces, ça va être soit le mâle qui va couver les petits, soit le mâle et la femelle. Donc, chez les kiwis donc, qui couvent, ils vont commencer à couver seulement peut-être 1 semaine après que le premier œuf ait été pondu. Donc ils vont laisser l'œuf sur le côté, le premier il va se débrouiller tout seul, ils vont rester dans leur nid évidemment, mais il va pas commencer à se développer avant que le mâle, ou la femelle, dans les cas où la femelle couve aussi, ait décidé de commencer à incuber ce premier œuf. Et donc il y a toute une sorte de stase en fait qui va se mettre en place pour ce premier œuf, et qui va permettre d'arrêter son développement jusqu'à ce que l'oiseau commence à couver. Donc ça c'est une première adaptation en quelque sorte. Donc le premier œuf, donc les 2 petits vont pas avoir tant de différence que ça au final, vu que le premier aura stoppé son développement jusqu'à ce que l'oiseau ait décidé de commencer à couver, donc c'est pas trop grave. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que les œufs vont être pondus, alors non pas dans un nid, mais dans un terrier.
Donc contrairement à beaucoup d'oiseaux, ils font... Alors évidemment c'est des oiseaux terrestres et on pourrait se dire que comme l'autruche, ils vont faire genre une petite cuvette sur le sol et puis ils vont pondre leurs œufs là-dedans, mais pas du tout. Chez le kiwi, on construit, disons qu'on creuse un terrier plutôt, ou alors on se sert d'une vieille souche d'arbre ou d'un vieux truc, un trou un peu en quelque sorte, qu'on aménage à sa guise, et dedans on va y mettre une sorte de litière de feuilles qui va servir de sorte de nid dans lequel les œufs vont être pondus. Alors un ou deux, selon les cas, hein, si la femelle peut en pondre deux lors de cette couvée-là. Et une fois que les œufs sont pondus, donc, le mâle, si c'est le mâle qui s'en occupe, va rester avec les œufs quasiment toute la durée de l'incubation, ne sortant que très rarement par session de 5 à 10 minutes, pour aller chercher de quoi se nourrir. Et vraiment, il va rester avec les œufs très 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 régulièrement, enfin, aussi longtemps qu'il le peut. Et il va boucher l'entrée du terrier avec des feuilles, notamment pendant le premier mois d'incubation. Alors, je dis le premier mois d'incubation, mais normalement ça doit te faire un peu tiquer à ce niveau-là. Alors moi j'ai pensé au calao quand t'as dit ça, mais oui, effectivement. Oui. Parce qu'en fait, chez le kiwi, on a une incubation qui est extrêmement longue. On parle de 74 à 84 jours d'incubation. Okay. Et donc si vous connaissez un petit peu les oiseaux, vous allez vous dire mais attends, mais c'est énorme en fait. c'est quoi cette durée d'incubation qui est gigantesque là, c'est incroyable. Si on regarde la taille d'un oiseau et si on rapporte ça à la taille d'un œuf de poule, si on essaie de comparer ça à la durée d'incubation d'un œuf de poule, la taille rapportée évidemment, hein, parce que l'œuf est énorme comparé à un œuf de poule, mais bon, toute proportion gardée, normalement ça devrait éclore en 44 jours pour sa taille, ce truc-là. Donc on est quand même sur le double. À titre de comparaison, un œuf d'autruche, gros œuf d'autruche, hein, c'est gros quand même un œuf d'autruche, ça prend 42 jours à éclore. L'œuf de kiwi, à peu près 80 jours, le double. C'est quand même incroyable. Est-ce que c'est parce que justement le premier il peut être mis entre guillemets en attente Non, parce que le deuxième aussi va prendre 80 jours en fait. Okay. Donc oui, ça aurait pu, mais non, du coup. Et en fait, la raison pour ça, c'est qu'ils pensent qu'il y a des petits soucis. Alors il y a des petits soucis qui ont été résolus par le kiwi évidemment, mais il y a quelques petits soucis dus à la taille de l'œuf, et à cause de cette taille assez énorme, et bah du coup la femelle, lorsqu'elle prépare l'œuf, lorsque l'œuf se construit à l'intérieur de la femelle, la quantité de calcium nécessaire pour la coquille serait énorme si on faisait une coquille qui était d'une épaisseur normale pour la taille de cet œuf-là, donc en fait elle est obligée de produire une coquille qui est beaucoup plus fine que normalement prévu. Sauf que ça va poser quelques problèmes de produire une coquille fine. Vous savez que l'œuf, et donc la coquille, est une surface d'échange entre l'extérieur de l'œuf et l'intérieur avec l'embryon. Donc ça va notamment laisser passer de l'oxygène, mais ça va aussi laisser passer de l'humidité. Il y a de l'eau qui va s'évaporer au cours Normalement, au cours de l'incubation d'un œuf, vous avez une certaine quantité d'eau qui s'évapore et qui doit logiquement vous renseigner sur à quel moment de l'incubation on en est. Parce que l'œuf va perdre du poids régulièrement au cours de l'incubation parce qu'il va perdre de l'eau. Et donc le problème c'est que quand vous avez une coquille qui est beaucoup plus fine comme ça, vous risquez de perdre de l'eau beaucoup plus rapidement, et vous risquez aussi d'avoir des petits problèmes pour les échanges gazeux, enfin bref, ça va pas forcément se passer exactement comme vous le souhaitez. Donc il y a 2-3 petits trucs qui ont changé dans cette coquille de kiwi pour justement pallier à ça, c'est-à-dire que la coquille du kiwi, en fait, ne laisse pas passer autant d'humidité et autant d'oxygène qu'elle devrait le faire une coquille de son épaisseur normalement. Donc elle va se comporter comme une coquille normale, malgré le fait qu'elle soit beaucoup plus fine que les autres. Donc on suppose que en fait sa surface est beaucoup moins poreuse que la surface d'un œuf normal, et que c'est pour ça que l'incubation peut se dérouler correctement. Et la raison pour laquelle cette incubation est aussi un petit peu longue, c'est que si vous vous souvenez bien, le kiwi il habite dans des milieux qui sont très très humides. Et du coup, il faut aussi jouer avec ça.
Donc, notamment pendant les premiers 30 jours, c'est là où le développement de l'embryon va être le plus critique. Et si jamais il y a un problème, ça va généralement se passer à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas laisser l'œuf perdre trop d'humidité au début parce que ça va complètement mettre en danger le développement de votre embryon au final, et donc il faut vraiment faire très gaffe. Raison pour laquelle d'ailleurs le mâle ferme le terrier avec des feuilles pendant le premier mois pour garder l'humidité au maximum à l'intérieur du nid. Et pendant le reste de l'incubation, finalement, il ne ferme plus tant le terrier que ça, et on remarque qu'il le laisse ouvert assez souvent sans qu'il y ait jamais aucun problème d'ailleurs. Ce qui peut ensuite d'ailleurs aider le poussin, lorsqu'il sera sur le point d'éclore, à transpercer les membranes qui sont à l'intérieur de l'œuf cette fois-ci, avant d'ensuite transpercer la coquille, pour pouvoir atteindre la poche à oxygène qui est à l'intérieur de l'œuf et prendre sa première bouffée d'air. Et si jamais vous avez une membrane qui est trop souple, donc trop humide, et ben le poussin ne pourra pas la percer. Et donc, il risque de mourir étouffé dans son œuf, ce qui serait un peu dommage. Voilà. Bah, c'est sûr. Donc, plein d'adaptations pour le kiwi sur l'œuf. Incroyable. Mais du coup, parce que je pensais au calao quand tu parlais du mâle qui emmurait. Alors, il s'emmure pas complètement, oui. Oui, c'est vrai que c'est pas comme le calao. Non, il met juste des feuilles devant l'entrée, et notamment quand il sort et qu'il rentre, il remet ses feuilles à chaque fois. Donc, pour bien fermer l'entrée, en fait. Voilà. Une sorte de porte. Exactement, c'est une porte. Incroyable, hein. C'est incroyable. C'est terrible, hein. Incroyable. Des oiseaux géniaux. Et donc l'œuf éclot au bout de combien de temps? À peu près 80 jours. À peu près 80 jours. Oui. Et par la suite, du coup, on a un jeune qui est indépendant, parce qu'on se retrouve chez un oiseau qui finalement... L'avantage, c'est qu'en fait, quand vous avez un œuf aussi gros, vous avez un gros poussin. C'est pratique. Donc le petit va être indépendant assez rapidement. Donc au bout d'une semaine, il commence déjà à quitter le terrier. Et au bout de plusieurs semaines, il est prêt à quitter les parents, en fait. Alors, il arrive régulièrement aussi que le jeune, alors bien qu'il soit complètement indépendant quand même, il reste quand même avec les parents pendant plusieurs mois, avec le père souvent, voilà, pour aider à la prochaine couvée, pour faire plein de choses, mais du coup il reste un peu en groupe, ça arrive aussi, ça lui permet aussi d'apprendre un peu plus des parents s'il y a besoin. Mais le jeune est tout à fait capable de se débrouiller tout seul au bout de quelques semaines seulement, parce qu'on est sur du gros poussin quand même, donc il est très très actif très rapidement. Et tout ça pour vivre jusqu'à 20 ans, voilà, d'après les estimations. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est un oiseau monogame, c'est un oiseau qui ne change pas de partenaire. C'est un vrai oiseau monogame, parce qu'on parle souvent de monogamie chez les oiseaux, mais en réalité, c'est monogamie qui se fait intersaison, c'est-à-dire qu'une saison, effectivement, on a un partenaire, et l'autre saison, on en a un autre. Et là, c'est vraiment le même partenaire. Ah ouais. C'est le même partenaire à ce. D'après ce que j'ai trouvé, il me semble. Ouais. D'accord. Et ça marche pour toutes les espèces du coup, parce que j'avais appris que. Ça, je ne sais pas du tout. Visiblement, il y en avait certaines qui pouvaient pratiquer de temps en temps la polygamie. Ce serait intéressant de creuser. Je suis en train. Et visiblement, ça dépendrait des conditions, par contre, parce que ça dépend des conditions environnementales, s'il y a besoin ou pas, tu vois. Donc, ce serait adaptable. Ce serait pas surprenant en vrai. Ce serait pas surprenant. C'est super intéressant. Un autre truc que j'ai appris. C'est que parce que on parle du simple plongeur comme un oiseau ayant des os pleins entre guillemets. Le kiwi aussi. Ah ouais. Le kiwi aurait des os remplis de moelle par rapport aux autres oiseaux où on a des os qui sont entre guillemets creux, mais en réalité c'est juste qu'il y a beaucoup de sacs d'air qui sont présents dedans. Mais oui, apparemment le kiwi aussi aurait des os pleins, entre guillemets. Ce que j'ignorais. Moi, je pensais que c'était une exclusivité du simple. Mais il faut croire que c'est pas le cas.
Ça sert notamment à la femelle lorsqu'elle va pondre des œufs parce que c'est des réserves de calcium qui vont servir à faire la coquille de l'œuf. Voilà, ça sert à ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on étudie assez régulièrement dernièrement dans les fossiles qu'on avait trouvés, notamment chez les T-Rex, ce genre de choses, parce que on essaie de trouver des os comme ça, parce qu'on se dit que dans ce cas-là, c'est les femelles qui vont avoir ce type d'os, notamment chez les ancêtres des oiseaux, ce qui permet de savoir le sexe du dinosaure qu'on est en train d'étudier. Intéressant. Eh oui. Intéressant. De quoi pourrait-on parler désormais ? J'ai dit que l'oiseau c'était un emblème national. Il est présent bien sûr sur plusieurs signalétiques. La monnaie de la Nouvelle-Zélande s'appelle le kiwi. Voilà. Donc si on parle du dollar kiwi, et du coup vous saurez qu'on parle de la monnaie. Il y a une marque qui s'appelle les cirrages kiwi. Ah ouais. Qui viennent également de là. C'est une marque qui a été créée aux alentours du début des années 1900 par William Ramsay, un Australien, qui a décidé de nommer son entreprise en l'honneur de sa femme Annie Elizabeth, qui venait de Nouvelle-Zélande. Voilà. Et donc il a créé la Kiwi Polish Company. William meurt en 1914, c'est le début de la guerre. Ouais. John et Tom prennent alors le relais, ce sont ses fils. Et donc la Première Guerre mondiale va être, mine de rien, un accélérateur pour la compagnie, puisque les cirrages vont se transmettre entre alliés, puisque les Australiens et les Néo-Zélandais sont débarqués tout d'abord en Turquie puis en Égypte au début de la Première Guerre mondiale, avant de rejoindre par la suite les Français, notamment sur le front franco-allemand. Et il s'avère que les cirrages qui étaient utilisés sur les chaussures des Néo-Zélandais étaient de bien meilleure qualité que les cirrages qui étaient tirés ailleurs. Et c'est un cirage qui a fait extrêmement fureur dans justement les tranchées. En plus, ça avait un nom très facile à prononcer, c'est Kiwi. Oui. C'est un nom qui est très facile à prononcer, et ce dans toutes les langues. Et par la suite, Kiwi est devenu donc un cireur professionnel, voilà. Attention. Avec donc une exportation dans plus de 60 pays aux alentours des années 1920-1925. Là où je crois Tom ou John, un des deux fils, finit par décéder lui aussi, voilà. Et aujourd'hui on parle encore des cirrages Kiwi comme étant une marque de référence dans le domaine, voilà. Incroyable, hein. Ouais, donc présent voilà sur pas mal de choses, pas mal de points. Un oiseau, on l'a dit, où il y a énormément de plans qui sont mis en place pour pouvoir faire en sorte que celui-ci persiste. Et oui. J'ai réussi à mettre la main sur le Kiwi Recovery Plan de 2018 à 2028 qui a été réalisé par le gouvernement néo-zélandais. Et le gouvernement est très objectif, et le gouvernement a des très grandes ambitions parce que il veut faire en sorte que ce nombre dépasse, ou du moins atteigne les 100 000 kiwis à l'aube des années 2030. Voilà. Donc 100 000 kiwis. Donc on est à 70 000. Il reste donc 6 ans pour réussir cet objectif. Allez, on y croit. On l'a vu, hein, évidemment on y croit. Et on l'a vu, ils utilisent évidemment plein de techniques pour effectivement favoriser justement la présence du kiwi dans les différentes zones géographiques. Élimination notamment des espèces envahissantes qui, d'après les recherches que j'ai faites, auraient été introduites pour les premières aux alentours de 1200 lorsque les Polynésiens arrivent pour la première fois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc c'est à partir de ce moment-là que certains chercheurs datent quelque peu la diminution du kiwi, avec notamment l'introduction de l'opossum, qui est une véritable plaie pour le kiwi, et un petit peu plus tard d'autres animaux qui vont être aussi introduits. On pense aux chats, on pense aux lapins, voilà, on pense à tous ces animaux là qui vont porter préjudice au kiwi. Et donc voilà, programme très ambitieux, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, de la part du gouvernement néo-zélandais, qui veut justement atteindre la
la barre des 100 000 kiwis à l'aube de 2030. Donc voilà, le Kiwi Recovery Plan, pareil, on vous le fournira en intégralité dans la description. Donc c'est plutôt un bon point. Voilà. Sublime. Eh ben, nous, on souhaite vraiment que ces programmes de conservation réussissent, hein, parce que quand même, c'est un oiseau emblématique, comme tu l'as dit. Ce serait dommage de le perdre. Et puis bon, c'est en bonne voie. 70 000 quand même, c'est pas mal. C'est un oiseau emblématique et c'est un oiseau qui a connu une première depuis des siècles. Puisque le 5 décembre dernier, a accueilli la ville de Wellington, la capitale de l'Australie, a accueilli ses premiers kiwis qui sont nés dans le centenaire, donc tout petits, deux petits kiwis qui sont nés. Aucun kiwi n'était né aux alentours de Wellington depuis environ 150-200 ans. Voilà. Donc encore une fois, on a encore une bonne nouvelle à annoncer ça fait plaisir, ça. à ceux qui apprécient nos chers amis les kiwis. Pour donner une petite idée aussi du projet Clear aux alentours de Wellington, et pour vous donner une petite idée de la superficie que prennent ces projets, notamment pour la capture des animaux problématiques pour le kiwi, il y a un projet qui a été mis en place qui consistait à placer 4600 pièges sur environ l'équivalent de 43 000 terrains de football. Voilà, donc vous prenez 43 000 terrains de football et vous mettez 4600 pièges dessus et vous avez à peu près la taille de la zone qui est par la suite protégée pour nos chers kiwis. Impressionnant. Ouais, le kiwi, je m'attendais à le trouver dans les musiques et livres et tout, parce que c'est le symbole de la Nouvelle-Zélande. J'ai pas trouvé grand chose et je suis un peu déçu, à vrai dire. Néanmoins, les enfants peuvent se rassurer parce que un certain Bob Darroch, qui est dessinateur de bandes dessinées notamment, mais il a aussi fait des jouets, des puzzles, etc., des cartes postales. Il a en tout cas écrit beaucoup pour les enfants, et il a notamment écrit une série de petites histoires qui s'appelle Little Kiwi. On est aux alentours de 1999-2001, et grosso modo, c'est un peu le Choupi, quoi, hein, oui. On va pas se mentir. C'est des livres voilà, qui racontent la vie d'un petit kiwi mignon, qui vit ça. avec ses parents, voilà. Donc voilà, des petites histoires que vous allez pouvoir retrouver, qui sont uniquement en anglais. Mais voilà, je tenais quand même à revenir là-dessus. Toujours en restant chez les enfants, on a Julie Willy qui a composé un titre qui s'appelle Kiwi. Alors Julie Willy, qui est-ce ? C'est une femme spécialisée dans les chansons pour les enfants. C'est un peu la Chantal Goya de la Nouvelle-Zélande, et elle a écrit une chanson sur le kiwi. Voilà. Donc voilà, des petites histoires. Mais ouais, c'est trop bien. Bon, trop bien. Et puis on a aussi 2 jeux vidéo qui parlent de kiwi. Ah ouais. Le premier, c'est New Zealand Story, qui sort à la fin des années 80, 88, 89, qui va par la suite se poursuivre sur d'autres plateformes. On aura un épisode sur Super Nintendo, on aura un épisode sur DS bien plus tardivement, qui est un jeu qui est né du voyage qu'ont réalisé les développeurs de Taito. Voilà, donc les développeurs de Taito sont allés en Nouvelle-Zélande, ils ont été inspirés par faire un jeu qui a donné New Zealand Story, et le personnage principal, évidemment, c'est un kiwi. Voilà. Un kiwi avec des baskets, et ça c'est incroyable. Un kiwi basket. Et il y a un autre jeu qui est sorti en 2010 qui s'appelle Eevee the Kiwi, avec un point d'interrogation. Qui raconte l'histoire d'un petit kiwi qui a perdu sa maman. Il cherche à la retrouver. C'est un jeu qui a été réalisé par un certain Yuji Naka. Alors ceux qui connaissent le jeu vidéo savent qui c'est, puisqu'il s'agit du créateur de Sonic the Hedgehog. On parlait justement du gène Sonic Hedgehog. Le créateur de Sonic a signé un jeu sur le kiwi. Alors pourquoi le kiwi ? N'a pas spécialement trop d'informations sur le pourquoi le kiwi a été choisi, mais ce qui est sûr, c'est que Yuji Naka a été inspiré par son enfant. Voilà.
C'est d'ailleurs un jeu assez enfantin, même si voilà, c'est un jeu un petit peu un jeu de réflexion un petit peu compliqué, mais voilà, ça reste quand même assez enfantin. Et donc voilà, il voulait justement créer un jeu parce que il a été inspiré par son enfant, et donc il voulait créer un sorte de petit personnage, petit oiseau qui ne vole pas. Et c'est aussi pour ça que je pense que le kiwi a été choisi, c'est parce que justement il ne volait pas. Et voilà, il voulait leur donner une petite histoire. Et ce qui est assez marrant dans le jeu, c'est que les oiseaux, lorsque le conte est raconté, se servent justement de la caractéristique du fait que le kiwi ne vole pas, pour s'en moquer notamment. Donc il y a une opposition entre les oiseaux qui volent et les oiseaux qui ne volent pas. Voilà. Donc voilà, encore un conte assez marrant. Voilà, Eevee the Kiwi sur Wii et sur Nintendo DS si vous voulez le faire. Bon, après, pour le trouver, c'est une autre paire de manches parce que le jeu coûte assez cher maintenant. Mais pas de film, pas de dessin animé, très peu de choses finalement sur le Kiwi. Alors, peut-être qu'il y a des personnes néo-zélandaises qui nous écoutent dans ce podcast et qui pourront peut-être nous dire s'il y a des programmes qui existent aux alentours, autour du kiwi. Voilà un petit peu pour les références un peu culturelles que j'ai pu trouver pour le kiwi. D'accord. Voilà. Eh ben, finalement, j'aurais cru qu'il y en aurait plus en fait. Bah, j'aurais cru aussi. Je m'attendais. Alors il y a Harry Styles qui a écrit une chanson qui s'appelle Kiwi. Mais comme je vois des enfants qui se battent avec de la nourriture dans une salle des fêtes, je suppose que ça n'a pas vraiment de rapport avec l'oiseau. Donc je l'ai éliminé, bien sûr. oui, non, bah d'accord. Mais oui, je m'attendais effectivement à plus d'informations, plus de petits trucs quoi autour du kiwi. Eh ben, écoute, tant pis, c'est pas grave. Plus d'informations. On sera là pour donner quelques informations sur le kiwi, et c'est tout ce qui compte finalement. Exactement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, ma chère Sophie, concernant le fabuleux kiwi ? On a toujours des tas de trucs à raconter, mais bon, je pense que l'épisode fait déjà plus d'une 40aine de minutes. On va peut-être s'arrêter là. C'est pas très grave. Les gens commencent à avoir l'habitude d'avoir des épisodes très longs. Non, bon, on va en garder pour la prochaine fois au pire. Mais peut-être peut-être une autre fois, peut-être. Mais je serais contente de reparler du kiwi à un autre moment, qui sait. Après, il faudra peut-être rentrer un peu plus dans les détails de la reproduction ou de ce genre de choses, mais c'est vrai que bon, ça va peut-être devenir vite compliqué. Je sais pas si t'as encore 2 heures à consacrer au kiwi. Mais moi j'ai toujours des heures à consacrer aux oiseaux. Oui. Merci Sophie d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre ? Non, merci à toi, c'était une bonne émission. Mais oui, c'était très cool, on a appris plein de choses sur le kiwi et je ne doute pas qu'on apprendra encore plein de choses sur le kiwi, qu'on reviendra sur cet oiseau fabuleux dans le courrier de la Sterne. On te retrouve bien évidemment sur Entracte Science avec Julien, on te retrouve sur Twitter @leplumeux, on te retrouve également sur Twitch pour parler d'oiseaux, mais pas que, lorsque tu en as la possibilité. Et nous, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien on vous dit au revoir. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous pouvez retrouver les précédents, n'allez pas justement retrouver le précédent, allez retrouver le précédent, parce que si vous n'allez pas retrouver le précédent, eh bien vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire. En réalité, allez écouter le précédent, le deuxième allez écouter l'épisode qui est sorti il y a 2 semaines où on parlait déjà du kiwi. Je vais y arriver. En fait, oui, c'est une bonne chose de finir l'émission. Tu vois, on commence à fatiguer. C'est vrai. Il y a une émission qui a été faite il y a 2 semaines sur le kiwi, on parlait déjà de sa conservation, n'hésitez pas à aller la voir, ce fera un bon complément à cet épisode. Vous retrouverez évidemment toutes les informations en description de cet épisode. Vous retrouvez les précédents épisodes sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Et moi, je vais aller me coucher, donc je vous dis salut à tous et salut à toutes. À plus.